أزول نصف يسون مرحبا يسون غير في زانتي زوار تاع نظن مينوث في وساقي داغن سيستل ما تسفعت مديث ذافريد غير يدلس غير وين يتواخذ من ديك سما ذي ثيرا ذوك مزقون ذي السينما ذي لا فوتو اساقي نرزو غير يونس قود ما ونهث ارد والي ميدنا ونمر نتواليث سواتاس وكي فريد دي مس دباح voilà qui est photographe, cinéaste, réalisateur qui nous fait le plaisir d'y lire. وكان أدمن سليف لس خاطر ça a une actualité, donc une belle exposition à Ounifkintiad. Il vous attend du 12 au 19 novembre avec la mairie du Kremlin Bicêtre. Alors pour en savoir plus وكنا نزار داني واث فريد دامس دباح سينير Azoul, marhaba yissek Farid, bienvenue parmi nous. Azoul, merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir d'être là parmi vous. Oui, le plaisir est partagé. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Attends, l'émission n'est pas terminée. Hein. Ah, là, elle vient de commencer. Peut-être qu'à la fin, tu vas me dire, oh Farid, franchement, non, là, au secours. Non, je pense que ça va aller parce que je suis sûre qu'on va dire beaucoup de choses sympathiques. Parce que donc, on va parler de... Déjà, j'ai bien aimé l'intro. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai? Ah, bon. Alors, on va parler photo, on va parler cinéma, on va parler désert algérien. Hein, c'est le 1er novembre. Oui. C'est une date quand même, Makdina, le 1er novembre. C'est une date qui vous parle, le 1er novembre? 1er novembre, on va dire début de... Déjà, c'est férié. Oui, non, mais on va dire au niveau de la révolution algérienne, oui. C'est quand même une date très très importante. Voilà, très symbolique. Très symbolique. Bon, pour ici en France, c'est la Toussaint. C'est la Toussaint, voilà, ouais. La fête des morts. Moi, je préfère plus me dire que c'est le début de la liberté, un sursaut de... Nous, pour l'Algérie, voilà. La fête des morts, on le fait, pour rendre visite... aux défunts, absolument. Aux défunts, voilà. Donc, des Français, c'est férié aussi. Mais ça n'a rien à voir avec la Révolution, mais c'est la fête de la Toussaint. Donc, nous نسجد تروحون تزورون دل 200 سنة أثناء الحمر بيع هي الكلية. لو كنا نسجد نسترحم غاف كنا بوين يغلين هو كنا الحليث ثمورث الجزائر. تشكي نساعديو نتاعو سايلين الكل ديال المغلوين فريد عليه فلاس يا فوربيع. Alors, كني دنيا فريد donc il est photographe, cinéaste, réalisateur. Alors, Farid, donc le 12 aguirre, on a rendez-vous avec vous de la mairie de Kremlin-Bicêtre. L'exposition donc qui va commencer du 12 au 19. Absolument. Voilà, donc, au 19. Le vernissage, c'est le 12. C'est le 12 à 19h, donc à la mairie du Kremlin-Bicêtre. C'est, vous savez, c'est la semaine de solidarité internationale. Qui va débuter donc le 12 et qui va se terminer le 19. Et à l'occasion de cette semaine internationale de solidarité... Qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine disons que dans toute la France, et pas seulement, aussi dans plusieurs pays en Europe, et dans le monde aussi, sont organisées des manifestations pour, on va dire, relier les peuples, faire prendre conscience un petit peu de problématiques. Là, en l'occurrence, à travers cette exposition, la problématique de l'eau, de la gestion de l'eau, qui sera un des enjeux majeurs dans les années à venir. Donc, à travers cette semaine-là de la solidarité internationale, beaucoup de gens font des manifestations un petit peu pour faire prendre conscience aux citoyens des problématiques des pays du tiers-monde, des pays émergents. Voilà, donc ça s'inscrivait totalement dans cette optique, cette optique de la gestion de l'eau. Donc, quand la mairie... Alors pourquoi l'eau? Pourquoi la gestion de l'eau des Sahara, dans le désert algérien? Et l'exposition on n'a pas donné le titre, le trésor des Fougara. Des Fougara. Voilà, donc, l'exposition à Guir. Alors pourquoi le trésor des Fougara, Farid? Le trésor des Fougara, déjà, une Fougara... Fougara, c'est quoi les choses? Une Fougara, justement, expliquer ce que c'est une Fougara. Une Fougara, c'est un système de captation des eaux, donc un système construit par l'être humain, système de galerie, qui date depuis plusieurs millénaires, dont les origines sont pour l'instant un mystère, elles sont méconnues. Certains disent que ça vient de... Enfin, l'origine est de Perse, d'autres... un petit peu plus du Maghreb. Moi, pour ma part, j'ai fait des investigations au niveau de la région d'Adrar, qui compte énormément de Fougara, pour essayer de comprendre d'où venait ce système. Et pourquoi le trésor des Fougara? C'est tout simplement l'eau.
d'où découle ce trésor-là, c'est l'eau, source de vie, qui sera véritablement l'enjeu du XXIe siècle. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette À partir de quel moment vous vous êtes intéressé à... En fait, c'est avec conversation d'une amie qui est algérienne, je lui fais un petit coucou, qui s'appelle Essia, qui m'a énormément aidé sur l'élaboration de ce documentaire, puisqu'à l'origine, c'est un documentaire qui n'est pas fait, malheureusement. Donc, l'exposition reprend un petit peu ce parcours initiatique que j'avais entamé pour essayer de comprendre ce qu'était une Foggara et quels en étaient les enjeux. Donc, d'où est venue cette idée? C'est avec les échanges que j'ai pu avoir avec mon ami sur les problématiques que pouvait rencontrer l'Algérie au niveau de la gestion de l'eau, sachant qu'il y a énormément de lieux en Algérie qui sont mal desservis en eau. Et tout simplement, on a parlé... Le désert en fait partie, hein. Oui, absolument, mais pas seulement, parce qu'il y a des grandes villes qui n'ont de l'eau que de 3 heures. On peut aller loin, voilà, par exemple en Kabylie, de Gounevdo, c'est terrible, hein, tous les robinets sont secs. Voilà, donc c'est très difficile. C'est un problème majeur. Hein, voilà, c'est un problème considérable qui va en s'aggravant, malheureusement. Et donc, elle m'a fait découvrir véritablement ce qu'étaient les Foggaras, et on a commencé à travailler tous les deux par rapport à cette problématique, et à savoir justement d'où venait ce système qui est totalement ingénieux et qui permet à l'heure actuelle à des populations de subvenir à leurs besoins, au moins au niveau de l'agriculture, puisque une grosse partie des jardins... c'est de l'eau potable Oui, c'est de l'eau potable. De l'eau potable pure et dure. Hein. Mais le problème, c'est que c'est de l'eau fossile. C'est-à-dire qu'elle n'est pas renouvelable. Donc lorsqu'une Foggara meurt, qu'il n'y a plus d'eau, elle est véritablement asséchée. Donc c'est un petit peu le problème, et c'est les enjeux des années à venir, c'est justement savoir comment ils peuvent rationner l'eau des Foggaras pour permettre aux agricultures de survivre. Parce que malheureusement, les agriculteurs à l'heure actuelle sont aux prises, on va dire, de la concurrence des pays limitrophes, qui fait que malheureusement les jardins ne deviennent plus concurrentiels. Et puis les vieux qui ont des jardins ne voient pas justement la relève au niveau des jeunes, parce que, le travail est très compliqué, c'est un dur labeur, la météo n'est pas du tout favorable à l'agriculture, et en plus de ça, il y a l'appauvrissement des Foggaras, l'assèchement des Foggaras, qui fait que c'est de plus en plus pénible, et en plus, la concurrence du commerce des denrées alimentaires qui viennent des pays, le Mali par exemple, Mauritanie, Maroc, même d'Espagne, dans cette région-là, qui sont à des prix véritablement concurrentiels. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rien faire. Justement, c'est des régions qui se retrouvent un petit peu dans un dilemme, hein, parce que là, d'un côté, on parle d'agriculture, qu'il faut vraiment qui veut vraiment aider, et d'un côté, on parle de ces Foggaras, là justement, qu'il faut sauvegarder, qu'il faut préserver, parce que c'est considéré quand même comme patrimoine culturel. Voilà, donc ils sont un petit peu entre les deux. Alors, comment ça se passe C'est assez compliqué justement, parce que la Foggara, certes, c'est un patrimoine culturel, mais au-delà de ça, c'est pas seulement ça, c'est pas juste un joli objet. Pour ceux qui travaillent, qui y vivent au quotidien, c'est une source, une source de vie. Ils ne peuvent pas, de toute façon, vivre sans. Et comment oui, allez-y. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, ils sont obligés de trouver, dans les années à venir, une alternative aux Foggaras, puisque, elle s'épuise, elle s'assèche. Comme je l'ai dit, c'est de l'eau fossile qui n'est pas renouvelable. Donc, c'est compliqué. Alors, comment ils peuvent, soit par des systèmes de barrage ou par des systèmes qui existent depuis, mais avec de l'aide mécanique, par des moteurs diesel, ce genre de choses, donc il y a énormément de pollution, ou bien par des châteaux d'eau, mais bon, le système est le même, on ramène de l'eau par en bas et on monte en haut pour avoir une pression. Donc c'est compliqué. À l'heure actuelle, il y a des idées, mais la solution n'a pas véritablement été trouvée. Donc, et concrètement, comment vous avez trouvé la situation de ces Foggaras?
Ils étaient dans quel état? Pour ceux qui en vivent au quotidien, elles sont maintenues. C'est très compliqué à maintenir. Alors déjà, il faut savoir qu'une fogara, c'est un tunnel. Tirigua, si je ne me trompe pas, je vais essayer de le dire en Allez, on va kabyle. essayer. Je pense Tirigua, voilà, c'est un petit couloir. Une sorte de rigole. Voilà, Tirigua Poemen, je pense chez nous aussi en Kabylie, c'est très connu. Voilà, c'est Tirigua, donc c'est un petit couloir. Donc vous pensez que la fogara serait... Fogara, il faut guère, je pense... serait un mot berbère. Il y a des chercheurs qui vont... Mais je pense ça, il faut guère... Je pense que ça peut être berbère. Il faut guère, voilà. Donc, bon, ça reste... ça reste à creuser, c'est intéressant, voilà. Justement. On va essayer de creuser davantage pour... voilà, je lance, je ne sais pas, pour les chercheurs, pourquoi pas. De toute façon, jusqu'à présent, c'est un mystère. Et pour revenir sur la complexité, justement, juste de l'entretien, c'est Fouguer, donc comme vous l'avez dit, en berbère, des tunnels, des rigoles. Ça y est, Fouguer, c'est parti, Farida, il faut Fouguer. Voilà, donc c'est véritablement des couloirs construits dans la terre, à peu près à 60-70 cm de hauteur, donc à être humain. Il y a comme ce pot-là, je vais le prendre pour la caméra. Oui. Allez. Voilà. En surface, il y a des petits, des sortes de petites cheminées à tout 10 mètres ou 5 mètres, tout dépend de la construction, pour justement l'entretien. Mais il faut savoir que le couloir qui est en dessous, qui va jusqu'à la nappe aquifère, il peut aller à plusieurs kilomètres. Ça peut être 2, 3, 10, 20 kilomètres. La plus longue fait 50 kilomètres. Alors imaginez-vous, pour l'ensablement, ce genre de choses, au quotidien, comment ça peut être problématique. Donc, humainement, c'est très difficile d'entretenir ça. Ça coûte beaucoup d'argent. Et puis... mais c'est nécessaire. Et les liens, je pense qu'il y a des liens très très forts entre bien sûr, il faut et les habitants de la région. Absolument, ça fait partie intégrante de leur patrimoine. Ça fait, c'est leur source de vie. Ils ont toujours vécu là. Et puis, il faut savoir que moi, quand je me baladais dans les jardins, dans ces ksours, il y a énormément de vie, des gens qui se rencontrent, les familles, lorsqu'il fait énormément chaud, ils se retrouvent au coin. Justement, comment ils vivent ces gens ils vivent comme nous, pas très... C'est une région hostile. Hostile par le climat, mais très chaleureuse. Mais très chaleureuse et très accueillante. Humainement parlant. Voilà. C'est ça qui fait la force de ces régions. Absolument. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en Algérie, on connaît très peu son propre pays. Ça, c'est... Les gens du Nord, par exemple, lorsque je leur parlais du documentaire que je mettais en place, ne savaient déjà pas ce que c'était et ils ne connaissaient pas le Sud. Voilà, donc c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas connaître ce beau pays dans sa globalité. Donc c'est vrai que c'est assez hostile. Et puis, bon, dans les jardins, rencontrer les familles, les enfants, qui se rejoignent tous autour, on va dire, de l'eau. Puisque c'est l'eau qui permet cette floraison, c'est l'eau qui permet justement cette verdure, aussi. Cette fraîcheur. Donc ils se retrouvent là tous ensemble, après la Gaïla bien sûr, parce qu'ils sont tous enfermés à ce moment-là, voilà, dans ce genre de lieu très très frais, qui est rafraîchi justement grâce à la verdure et tout. Donc c'est non seulement des lieux où pousse la nourriture, où il y a de l'eau qui traverse, mais aussi des lieux de vie où les gens se rencontrent, se ressourcent, s'apaisent. Voilà. Donc, ça fait partie intégrante d'eux. C'est leur vie. Et l'architecture, là, je vois des khamen pochel, des guaran. C'est une architecture qui, moi, me plaît bien, parce qu'elle est totale adéquation, en osmose avec le désert. Ça veut dire que, d'ailleurs, c'est une des rares régions où il y a une cohérence, en Algérie, où il y a une cohérence au niveau de l'architecture, au niveau des couleurs. En Algérie, le drame, malheureusement, de l'Algérie, on va dire, architecturale, c'est que c'est l'anarchie. Voilà, c'est que quand quelqu'un il a une idée, il dit tiens, j'ai une idée, je vais construire, allez hop, le château de Versailles ici. L'autre, il dit bah, tiens, je vais construire le tipi de je ne sais qui ou du chef Sioux du coin, ou l'autre il va dire bah tiens je vais te faire la hutte de Jensin Khan. Donc on a toutes les architectures, j'ai même vu des palais
asiatique, avec l'architecture asiatique en Algérie. Maintenant, tout est permis, hein, on peut faire Pourquoi tout pas? ce qu'on Mais il n'y a pas veut. de cohérence. Oui, Alors que oui. là-bas, oui, il y a une cohérence. Déjà, au niveau des mhm. étages, c'est un étage avec une terrasse au-dessus, avec une couleur qui est cette couleur un petit peu rougeâtre, propre de ces régions-là. Et c'est très très beau, c'est très apaisant. C'est vrai que quand je suis arrivé dans cette... C'est Adrar, hein, la ville. Donc, voilà, il y avait plusieurs villes en justement, fait. quels sont les lieux visités Adrar, Timentit, Aoulef, et puis voilà, et puis c'est toute la région en fait, toute la wilaya qui est assez grande en plus. Oui, et honnêtement, c'est... c'est comme Iznati, c'est oui, les gens du désert qui parlent berbère, hein, qui parlent... voilà. Donc, absolument. Absolument, ben, c'est des targués. Ça, ce qui est intéressant dans ce genre, voilà, quand vous me dites la dureté de la vie là-bas, ça c'est un village abandonné parce que dû à l'assèchement d'une fogara. Vous voyez, il y a même la remontée de sel, c'est pas de la neige là qu'on voit sur les parois, c'est le sel qui est remonté sur les murs des habitations. Et c'est tellement hostile quand il n'y a plus d'eau, la vie, il n'y a plus rien, que les gens sont obligés de partir. Et là, c'est un village qui a été totalement, un ksar qui a été totalement abandonné. Il n'y avait plus rien. Donc leur vie est vraiment liée à l'eau. À l'eau. Malgré qu'ils se soient sédentarisés, malgré ça, ils sont obligés, de toute façon, l'humain est comme ça, ils sont obligés de dépendre de l'eau. Et lorsqu'une source est tarie et qu'il n'y a pas du tout de possibilité justement d'amener de l'eau dans ces villages-là, ils sont obligés de les abandonner. Et j'en ai croisé pas mal de villages abandonnés ou de fogaras complètement asséchés. Donc c'est problématique, c'est dommage. C'est véritablement toute une culture, tout un savoir-faire. Un savoir-faire, tout un patrimoine. Hein, absolument, tout un patrimoine. Donc Farid MS Débat qui va nous faire voyager. Hein, absolument. Voilà, oui. À travers ces photos. Donc ces photos. Combien de photos Farid en tout il y a 31 clichés. Exactement. Donc un sacré voyage, destination désert algérien, hein, absolument. Pour parler justement de ces trésors cachés des Fougara. Donc la date, ça va du 12 au 19 novembre. Ville la mairie du Kremlin-Bicêtre, le métro ligne 7. Après la mairie, c'est facile à trouver. Le vernissage, c'est le 12, donc c'est le premier jour de l'exposition. Voilà. Donc le 12 novembre. Alors j'imagine Farid, c'est pas la première expo, Etradmon. La première expo photo, si, c'est la première. C'est la première expo photo. Première expo photo. Mais enfin, disons que c'est, j'imagine où est-ce que vous voulez m'emmener. Ouais. Est-ce que c'est la seule thématique que vous avez regardée comme ça en tant que photographe oui. Où il y avait des thématiques, vous avez survolé un petit peu d'autres... Non, en tant que photographe, en fait, c'est marrant parce que je me laisse plutôt porter par mes envies. Ce qui est marrant dans cette exposition, justement, le pourquoi de cette exposition, comme je vous l'ai dit au départ, c'est un documentaire. Le documentaire, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à le monter à cause du manque de financement. Pour dire la vérité, manque de financement, j'ai pas trouvé les partenaires. C'est dur de faire du cinéma. C'est très très compliqué, surtout quand on fait des choses ethnologiques sur l'Algérie, sur des thématiques qu'on ne connaît pas et tout, pour pouvoir intéresser les gens. Si j'avais fait une télé-réalité complètement bidon, peut-être j'aurais trouvé ou pas, j'en sais rien. Mais disons que ce genre de thématique-là, c'est très compliqué à monter. Donc, j'appelle aux partenaires, on ne sait jamais. La télévision, qui sait, peut-être va vouloir... Voilà, il y a Farid qui veut travailler autour de... Hein, et donc, cette exposition, en fait, c'est les repérages, lorsque je suis parti pour faire les investigations, les repérages du documentaire. C'était en 2009. Hein. En 2009, voilà. En 2009. Début 2009, janvier-février 2009. Vous débarquez comme ça dans une région Non, pas comme ça. Il y a énormément de prises de contact en amont. Oui. Il y a beaucoup de travail qui se fait de contact au départ de Paris, avec des partenaires, notamment SIA qui a été sur place là-bas, qui était, elle, le lien entre l'Algérie et moi, voilà, qui a pu s'occuper de l'organisation aussi à Adrar. Donc quand on arrive, on est déjà préparé, on sait qui on va voir, on a à peu près un plan de travail. Mais on n'a pas les réponses. On ne
C'est pas, enfin, le pourquoi de la Fogara, le comment, etc. Donc il faut vraiment, comme un détective, y aller. Et je débarque là-bas, bien sûr sans matériel pour filmer, rien du tout, parce que c'est on est en période d'investigation, donc de recherche. On rencontre les gens, on voit déjà s'ils sont d'accord pour participer à un documentaire et tout. Et c'était plutôt facile, le contact avec les gens? Oui, le contact avec les gens, il n'y a pas de souci. Honnêtement, sans problème. J'ai véritablement été bien accueilli et quand je repense à cette période-là, j'ai que des bons souvenirs, quoi. Vraiment, c'était très sympa. En quelle période été, hiver? Non, c'était janvier, février. Ouais, donc il faisait plutôt bon. Je crois qu'il y avait des journées où il faisait très très chaud. Mais je venais, en plus de ça, ce qui était incroyable, juste après les inondations qui avaient touché la ville d'Aoulef et ses environs, où il y avait à peu près 1700 habitations qui ont été détruites par les inondations. Donc il y a une Par contre, là, les inondations, elles sont dangereuses. Hein. Elles étaient très dangereuses. Déjà, il y a eu beaucoup de familles qui ont été mises à la rue. D'ailleurs, il y a une photo qui reprend ça et que j'explique dans l'exposition, où il y a des tentes. Et les familles vivaient sous des tentes. Et voilà cette photo-là. Donc les familles vivaient dans l'État algérien, leur a mis à disposition des tentes pour justement le temps de reconstruire les maisons, etc. Et sachant que c'est que des maisons en terre, donc face au déluge qu'il y a eu. Et j'ai un souvenir particulier de notre guide qui nous avait accueillis. Justement, sa famille avait perdu leur maison et ils nous ont accueillis sous une des tentes. Ouais. Voilà, c'était assez agréable. Un des moments les plus émouvants de ce voyage-là, parce qu'ils avaient mis en fait un sort de brasero au milieu, et puis il y avait des paillasses tout autour, et puis on se retrouvait, voilà. Mais je suppose et ils étaient très accueillants, et malgré justement la dureté de la vie, les conditions. Vous voyez justement les gens qui ont rien. Enfin, ils n'ont rien matériellement, ils ont tout au niveau du cœur. Et voilà, cette véritable richesse, elle n'a pas de prix. Et pour moi, c'est eux les gens les plus riches. C'est ceux qui ont cette richesse de cœur qu'on a maintenant dans nos sociétés modernes, qu'on a totalement perdu. Maintenant, on est dans un monde d'ailleurs. Ah oui, là, c'est un président français, bling 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 bling, comme on dit. Il y a même une expression qui a été créée pour ça, où c'est juste, malheureusement, les gens se définissent uniquement par la grosseur de leur portefeuille. Mais d'ailleurs, ce n'est pas seulement un mal occidental, je vous dis sincèrement. Nous, en Algérie, c'est un mal. D'ailleurs, regardez, une petite anecdote. Regardez, je vais illustrer un petit peu mon pays. Oui. Regardez, une mère de famille, quand elle va voir la voisine ou sa copine, etc., quand elle parle, par exemple, de son futur gendre, elle ne va pas l'appeler par son prénom. Elle va dire « Ah, ou l'avocat ». Ou le médecin. Ouais, médecin, ouais. Elle le présente pas par sa généalogie, elle le présente par son statut social. C'est effrayant. Ouais. Qui prime chez c'est nous effrayant. Oui, c'est effrayant. C'est effrayant. Ça veut donc, dire s'il n'est pas médecin, s'il n'est pas avocat, non, à la rigueur, ils s'en foutent. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle... Mais ça, même au-delà de ça, c'est véritablement, ça devient culturel. Et c'est ça qui fait peur. Ça veut dire que c'est générationnel, j'ai l'impression. Plus le temps passe, plus on va dire, voilà, jeune fille, trouve quelqu'un qui a du pognon, mais oublie le reste. Et c'est dommage parce qu'on est passé à côté. Et quand je suis parti dans ces régions-là, j'ai eu une claque parce que j'étais en contact avec des gens vrais. Très chaleureux. Voilà, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le calcul, qu'ils ne sont pas dans l'apparence, qu'ils ne sont pas dans la para. Et ils sont dans le vrai, en fait. Voilà, ils sont dans le vrai. Et à l'heure actuelle, nos sociétés modernes ont véritablement perdu ça. Donc, sincèrement, si vous voulez vous faire une introspection et savoir véritablement qui vous êtes, faites un tour dans le désert, marchez dans le Sahara et vous allez véritablement comprendre à quel point on n'est rien dans ce monde. C'est vrai, malheureusement, on ne connaît pas forcément le désert, bien qu'il y a des choses et des choses à découvrir. Même spirituellement, c'est quelque chose de grandiose. Se retrouver vraiment la petitesse de l'homme dans cette grandeur infinie, on ne peut qu'être croyant face à ça. On ne peut se dire oui. Dieu là, existe. Il y a les Gnawa, il y a le chant Gnawi par exemple qui revient en vogue, qui revient, voilà, parce que apparemment c'est très reposant, c'est un patrimoine aussi. C'est un patrimoine, exactement. Voilà, c'est un patrimoine à sauvegarder, à garder, voilà. Voilà, donc, alors, photo, je ne sais pas si on a tout dit. Donc là, c'est des Oui, en fait, les palmes, pourquoi cette photo? Parce qu'ils utilisent la palme pas seulement pour s'éventer ou pour faire des
des petits paniers, mais surtout pour en faire des remparts contre l'ensablement des villages. C'est-à-dire ils utilisent la palme sèche et ils la plantent en fait, comme ça ils en font une sorte de petits barrages mécaniques comme ça. Et avec le sable, le vent, ça fait une dune, une sorte de grosse dune, et c'est un des seuls moyens qu'ils ont pu trouver pour éviter l'ensablement dans les villages. Voilà, donc c'est avec les moyens du bord, quoi, malheureusement. C'est tellement difficile, tellement compliqué. Donc, là, donc, est-ce que vous avez choisi justement de soigner quelques hommes comme ça? J'ai pas vu de femmes. Pourquoi? Si, il y a une femme. Si. Il y a une femme. Il y a une femme qui fait Comment elle est la femme là-bas? Elle est là. Eh ben voilà. Voilà, la femme qui nettoie directement. Bon, c'est aucun rapport avec du sexisme. Cette jeune femme, d'ailleurs, elle n'était pas toute seule. Hein. C'était un groupe de jeunes femmes. Je me promenais dans les jardins et j'entendais des rires, de l'agitation au loin. J'ai suivi. Et j'ai trouvé ce groupe de femmes en train de presque chanter, rire, danser, pas danser, mais si, enfin, ils étaient vraiment très, très joyeuses et tout, en faisant la lessive. Et moi, j'étais en train de penser, bah dis donc, avec ma machine à laver, j'appuie sur un bouton, je suis comme ça, et je dis, oh là là, qu'est-ce que je galère, et puis je fais ça, et puis je le tends, et puis je dis, oh là là, j'ai perdu ma journée, et je me disais, regardez, ils n'ont rien, elles sont heureuses, elles sont contentes de ce qu'il y a. Elles ont compris l'essentiel. Je ne dis pas qu'il faut qu'on revienne à ça, c'est pas ça le propos, c'est juste de se dire où est l'essentiel. L'essentiel du bonheur. Donc voilà, à travers la Foggara, puisqu'en fait, elle fait sa lessive tout simplement dans une Foggara. Si vous voyez juste en arrière-plan, vous voyez la répartition, c'est la répartition en peigne en fait, pour chaque détenteur de jardin. Il y a une partie qui part pour tel ou tel selon ce qu'il a payé. Voilà, ou selon sa participation dans la Foggara. Et pas seulement parce que les femmes sont un petit peu il y a une très belle vue d'une mosquée, en fait, où la femme est, on va dire, la guide de ma prise de vue. Voilà, cette dame-là. Cette dame-là, pour raconter un petit peu, je l'ai croisée dans le village, et c'était une personne âgée, il faisait très chaud en plus ce jour-là, et je l'ai suivie un petit peu dans les ruelles parce qu'elle m'intriguait. Elle m'intriguait parce qu'elle était âgée et elle portait vraiment sur sa tête une charge très très lourde. Je l'ai suivie, elle avait cette tunique d'un bleu incroyable. Et je ne savais pas où est-ce qu'elle allait m'emmener. Et elle m'a emmené jusqu'à cette mosquée que j'ai trouvée magnifique. Je l'ai laissé s'éloigner un petit peu et je l'ai prise en photo. Donc c'est cette femme-là qui m'a guidé jusqu'à cette prise de vue. Voilà. D'accord. Donc elle a servi de guide. Absolument, elle m'a servi de lien jusqu'à cette mosquée-là. Voilà. Et pas seulement, les femmes ne sont pas toutes de dos, il y en a une autre aussi, justement quand on regardait la prise de vue avec les tentes. Voilà. Elles sont toujours au travail. Hein. Elles travaillent. Elles travaillent. C'est pas elles ne sont pas feignantes. Hein. Véritablement, elles travaillent. Même les hommes, hein, je ne suis pas en train de faire du sexisme ou je veux pas, ou je veux pas tirer la couverture du côté des hommes, mais les hommes aussi, parce que c'est véritablement une région où il faut travailler main dans la main, c'est-à-dire l'homme et la femme, le couple ensemble pour la réussite de la famille, sinon ils ne peuvent pas y parvenir. La vie est tellement difficile que s'il y en a un des deux qui ne fonctionne pas, c'est comme un corps, on a deux jambes, hein. S'il y en a un qui est défaillant, on boite et on tombe. Donc là, c'est pareil. Ils ont compris ce système-là de la famille. Au niveau des écoles, est-ce qu'il y a des écoles Oui, il y a des écoles publiques, mais c'est surtout des écoles coraniques, des zaouïas, des madrasas. Mais sinon, non, il y a l'école publique qui fonctionne très très bien. Ça, là-dessus, ils sont pas mis de côté par le gouvernement. Non, il y a l'accès aux soins. Il y a voilà, c'est bon, c'est quand même une des régions. Enfin, c'est le climat qui est compliqué. Ils n'ont pas tout malheureusement. Mais je ne veux pas dire que l'État les a abandonnés parce que c'est faux. Non, ça, c'est compliqué, c'est difficile, mais ils vivent. Et c'est un travail qui vous a pris beaucoup de temps à Tasselhorst? Vous êtes resté combien là-bas? Non, je suis resté une dizaine de jours, 10-15 jours, pour les repérages, pour voir les gens. Mais c'était dans l'objectif de revenir pour le tournage. Inch'Allah, je reviendrai. Voilà. Et l'exposition, justement, c'était pour le témoignage de ces investigations et pour faire en sorte que voilà, je suis parti à la rencontre des gens et c'est pour aussi leur témoigner du respect par rapport à ce qu'ils ont pu m'apporter
à tout le savoir qu'ils m'ont pu me communiquer. Et moi, dans ma, on va dire, ma petite mesure, dans toute mon humilité, je me devais de le transmettre et de faire savoir que justement ce que j'ai eu là-bas comme cadeau, il fallait que je le retransmette. Et j'essaye de le retransmettre par le biais de cette exposition, Inch'Allah, pourquoi pas plus tard, par le biais d'un documentaire, quand je repartirai là-bas. Ben, on l'espère en tout cas. Donc, l'exposition donc la mairie du Kremlin Bicêtre du 12 au 19 novembre. أدنو la cuisine vgina بعد ما نوليث أفرحنا على publicité. لسه و 32 دقائق دقاهي لنا تيزان تيزوايق تكمل نيد وانا نصف يسوان يكون ويغدي لحقا ثمدي تاقا وانا يتكمل لكو فريد دي مس de Bardan qui nous prépare une exposition autour du trésor de اسم سنكنا فوالا حتى الناس قبالي في فوقال فوالا دونك تسعاد يولي بغانا نروح انا سنت 12 دقا كولا كيغ اللي لا الوالين دونك ils vont vous rencontrer et s'approcher de ces belles photos. Hein. Voilà. Alors, Farid, on ne va pas parler que photos, on va parler cinéma. Parce que tu as quand même un choix du cinéma. Donc, vous êtes très très curieux, vous aimez alors, vous souhaitez même monter un pôle cinématographique en Algérie, justement pour permettre des échanges entre les deux rives. Alors, vous en êtes où? Alors, vœu pieux, je vais dire, qui est très compliqué à mettre en place. Ouais. La première fois que j'en ai parlé à un média en Algérie, c'était, je crois, en 97 ou 98. J'avais fait une interview pour le journal Liberté, je crois. Déjà à cette époque, j'ai essayé d'en parler, de faire en sorte que les choses avancent, mais c'est très très difficile. Très difficile. C'est un espoir. Pourquoi pas? J'essaye de monter un petit peu, de faire mon petit bonhomme de chemin personnel. Peut-être que ça débouchera, peut-être pas, je ne sais pas. Maintenant, c'est véritablement une volonté de ma part de faire en sorte que le cinéma algérien puisse exister. Au-delà de ça, de créer une plateforme en Algérie, justement pour être, comme qui dirait, un centre cinématographique, pas seulement, mais un centre des médias. Pour l'Algérie, mais aussi pour le bassin méditerranéen. Maintenant, on est ouvert sur la Méditerranée. Tout le monde parle la France, l'Espagne, tout le monde parle de la Méditerranée. Ce sont les enjeux des années à venir. Et ces enjeux-là passent aussi par le culturel. Il faut savoir, à l'heure actuelle, culturellement, il y a une grosse partie, on va dire, de la richesse d'un pays passe par son cinéma, parce que son cinéma, c'est une expression exportable. Et ce qui est dommage, c'est que l'Algérie a les moyens, enfin, des moyens, plus ou concrètement, moins, oui, elle a des moyens. Ouais, elle a des moyens. Oui. Bon, je ne sais pas par rapport au cinéma quels sont ces moyens-là, mais disons qu'elle a des moyens, mais c'est assez compliqué justement à distribuer ces moyens-là. Mais au-delà de ça, c'est pas de la distribution d'argent que je veux. C'est véritablement créer des structures pour que la nouvelle génération, même l'ancienne, puisse avoir les outils leur permettant de travailler. Tout simplement des studios de cinéma, des régies, des studios son, de post-production. Voilà, c'est des choses qui nous manquent cruellement en Algérie. À l'heure actuelle, par exemple, si on veut créer une sitcom en Algérie, il n'y a pas véritablement de lieu où on peut construire des décors, ce genre de choses. On est obligé de tourner la plupart du temps, pour 90%, même 95% des programmes, en décor naturel. Tourner en décor naturel, c'est très compliqué. C'est beaucoup de boulot. Et puis, c'est pas, on va dire, c'est pas comme un studio voilà, de télévision où c'est dédié spécifiquement à ça. Donc, il faut véritablement créer des lieux, comme on crée des lieux pour la télévision, des lieux créés spécifiquement pour le cinéma. Et ça, c'est un vœu que j'ai depuis très longtemps. Donc, je fais un appel aux autorités de faciliter. Au-delà de ça, même, c'est pas faciliter. Je pense qu'il n'y aura qu'une volonté politique pour pouvoir aboutir à ça. Parce que c'est une vision qu'on a d'un pays ou pas.
Voilà, se dire, est-ce que l'Algérie peut demain exister dans le cœur des Algériens, ça l'existera, mais de ses voisins à travers la culture ou pas? Oui, moi je pense que oui. Mais il faut véritablement l'initier. C'est une volonté politique uniquement. Et je pense que moi, si j'ai pas réussi, c'est déjà les moyens, je les ai pas. Au-delà de ça, il faut une volonté voilà, qui émane du président pour pouvoir dire, OK, je vous donne les moyens, l'infrastructure pour pouvoir faire en sorte que le cinéma algérien, dans les 10 prochaines années, puisse se développer. Et sinon, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le cinéma actuel algérien? Algérien bah, écoute, il y a plutôt de bonnes choses. On a de bons réalisateurs. La nouvelle génération, j'en connais pas mal de jeunes réals qui font des courts-métrages, qui s'essayent au long-métrage, ou d'autres qui sont déjà passés au long-métrage. On a véritablement des talents. Malheureusement, ce qui est triste, c'est qu'ils sont obligés de s'expatrier pour pouvoir vivre de leur art. Et ça, c'est dommage. Voilà. Déjà, une chose qui serait intéressante de faire en Algérie, c'est véritablement la répartition des droits d'auteur. Il y a une chose qui pourrit énormément les artistes, que ce soit la chanson ou le cinéma, c'est le piratage. Ouais, voilà. Ça, c'est une chose qui fait qu'en termes on ne peut pas rétribuer un artiste par rapport à sa création, ou très peu. Voilà. À l'heure actuelle, il y a l'UNDA qui s'occupe de la répartition des droits. Il faudrait véritablement donner les moyens à ces structures-là, ou peut-être les restructurer, j'en sais rien, je ne veux pas faire une révolution, mais essayer de trouver des possibilités pour faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur art. À l'heure actuelle, c'est très difficile. Voilà. Ils investissent de leur argent personnel, et le retour derrière, il n'y a pas de retour d'investissement, donc ils survivent, et c'est très compliqué. Et, parce que là on entend beaucoup parler des festivals, hein, donc ça bouge un petit peu partout dans le monde. Donc il y a des festivals qui sont en Algérie, enfin l'Afrique du Nord, au Maroc, déjà au Sénégal aussi, le cinéma du Maghreb des films aussi. Il y a le festival de Marrakech qui est un des plus importants au monde. Est-ce que Farid, justement, c'est quelqu'un qui se lance un petit peu dans les festivals? Oui, J'ai des films qui sont passés dans des festivals, j'ai eu des prix dans des festivals. Alors, parlez un petit peu de vos films, de vos réalisations. Et une surprise, Torero, ça vous dit quelque chose? Torero. Alors, là, c'est arrêté de nous aller. Oui, j'ai réalisé le clip Torero de Tak Farinas, en effet. Non, justement, ce qui est intéressant, si on prend le cas du Maroc, ils ont fait rayonner Marrakech, au-delà de ça, le Maroc, à travers un festival qui n'a qu'une dizaine d'années d'existence. Vous voyez, mais parce qu'il y avait une volonté politique derrière. Ils ont donné les moyens. Maintenant, il y a tout le monde entier se déplace. Enfin, quand je dis le monde entier, je veux dire le monde entier culturel, cinématographique, qui se déplace au Maroc. Mais c'est un rayonnement incroyable. C'est un rayonnement incroyable que bénéficie ce pays-là grâce à ce festival-là. C'est une chose qu'on peut faire. C'est pas compliqué. On peut faire. Quand je vous parle du pôle de cinéma, c'est pas seulement pour faire rayonner le cinéma algérien, c'est véritablement aussi pour importer de l'extérieur des productions pour pouvoir tourner directement en Algérie. À l'heure actuelle, un long métrage, ça coûte à peu près 200 000 € la journée de tournage, avec tout ce qu'il y a autour, hein, on va dire. Ouais. Ça, en termes de prix moyen, 200 000 € de prix moyen par jour, pour un long métrage d'envergure internationale. Pourquoi ces 200 000 € on ne les mettrait pas investis en Algérie? Pourquoi ils ne viendraient pas tourner? Pourquoi ils iront tourner au Maroc, en Tunisie, etc. L'Algérie, elle n'a rien à leur proposer à ces productions internationales. Maintenant, il y a des pays du Golfe qui commencent à s'ouvrir, à se dire on va faire du cinéma, comme je crois Dubaï, ou bien... enfin, je crois un autre pays, un pays du Golfe qui essaye justement de s'ouvrir à la production cinématographique. Pas pour la produire, pas pour la production, je veux dire, mais véritablement pour la conception. Mais ils n'ont déjà pas une culture cinématographique, mais malgré ça, ils prennent les outils qui marchent à l'extérieur et se disent on va les mettre ici à disposition des gens de l'extérieur pour qu'ils puissent venir chez nous et dépenser leur argent chez nous. Pourquoi on ne ferait pas ça en Algérie? On est plus bête que les autres? Non, on n'est pas plus bête que les autres. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? On attend juste une volonté politique. Donc, je le dis et je le redis, Monsieur le Président,
appelez-moi, venez me voir. Il n'y a aucun que je viendrai vous voir avec plaisir. Je mettrai tout mon cœur et mes compétences pour mettre en place ce genre de projet qui, pour moi, est l'avenir et une des choses qui peuvent apporter véritablement à l'Algérie. Vous avez même, Farid, je pense que vous avez créé une association, justement, qui défend le droit de passage. Pour la diffusion, pour la diffusion la DCAI, oui, c'est une jeune association qui débute. Donc, elle a pas. J'avais déjà une autre association dont j'étais membre, je ne l'avais pas créée, qui s'appelait AMJA. Donc, qui elle a une vingtaine d'années déjà. Donc, déjà depuis très longtemps, j'étais dans le milieu associatif pour essayer de militer pour faire des choses. D'ailleurs, quand on m'entend parler, on dit celui-là, il a un petit peu un côté un petit peu militant, etc. Mais cette association-là, c'est une association véritablement qui œuvre avec les moyens qu'elle a, qui ne sont pas énormes, pour la diffusion des talents émergents, des jeunes talents des pays, on va dire, en voie de développement. Voilà, comme l'objectif, c'est véritablement... Ça fait partie un petit peu, comme ça rejoint un petit peu la construction d'un pôle cinématographique en Algérie. C'est la promotion des artistes des pays émergents dans les pays, enfin, entre guillemets, occidentaux, quoi. Enfin, moi, mon objectif, c'est de faire connaître aux États-Unis, comme en Europe, des jeunes réalisateurs algériens qui débutent et de faire en sorte que leur œuvre puisse être diffusée aux États-Unis. Pourquoi à l'heure actuelle, il n'y a pas de réalisateur algérien qui cartonne à Hollywood? Là, en ce moment, c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Il faudrait qu'il y ait une impulsion comme ça. Ben, espérons que en tout cas, moi, j'essaye à mon niveau d'avancer, d'œuvrer vers ça. Donc, c'est compliqué, mais... il faut trouver mais on rêve. chemin. Voilà. Comme on dit, on est jeune, on a des rêves. C'est comme... c'est comme la Focara, voilà. Là, ce sont toutes les productions que j'ai pu faire. Donc, ça, c'est Nemos. Voilà, justement. Alors, qu'est-ce qu'il a réalisé, Farid? Nemos, ça, c'est une production. Différentes productions que j'ai pu faire en images de synthèse, en 35 mm, des films, etc. Donc, Arenac Production avec Christiana Reali, Rachid Arab, Khaled aussi. Le Bourreau des Innocents avec Elodie Navarre. J'ai produit Sentence Finale avec toujours Elodie Navarre, Didier Flamand, Gabriel Lazur, d'autres films, des clips. Voilà, en fait, j'essaye en termes de réalisateur de toucher, je ne veux pas dire toucher à tout, mais de m'épanouir à tous les niveaux, que ce soit de la pub, que ce soit du clip, que ce soit Vous faites du de la film. pub aussi Voilà, un peu de pub, donc on m'a souvent appelé pour faire de la pub. Voilà, donc là, pour l'instant, j'ai un petit peu freiné. J'essaye de monter mon premier long métrage, c'est très très compliqué, c'est pas évident. Mais bon, on s'accroche. Un petit long métrage qui nous parle de... Wagon, enfin, celui que j'essaye de mener, enfin de réaliser, ça fait quand même quelques années. Quelques années, ça va faire maintenant 3 ans, 2 ans et demi, que j'essaye de mener à bien ce film-là, qui s'appelle Wagon 7, qui est un film fantastique. Donc, c'est 7 personnes qui se réveillent dans un wagon de train, en fait, accidenté. Il fait noir autour, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a rien. Et ces 7 personnes-là ont tous un petit peu perdu la mémoire pour certains, ne se connaissent pas pour d'autres, et il y a une force inconnue qui les empêche de sortir du wagon. Et en fait, au fil de l'histoire, les personnalités se révèlent, la paranoïa s'installe, les doutes sur les uns et les autres commencent à émerger, les uns commencent à se monter contre les autres. Donc voilà, il y a... sur 7 personnes, j'essaye de décortiquer un petit peu toute la violence que peut en fait faire ressortir dans l'être humain l'isolement. Voilà. D'accord. Un très beau film, très bien écrit par Jean-Michel Delaloche, entre autres, et très bien, enfin vraiment très palpitant. Très compliqué à monter en France, parce que film fantastique, film de genre, voilà. D'accord. Ben, Salomar, il verra le jour, hein, comme ça. On enfin, aura ce plaisir de... Voilà, en tout cas, je m'accroche. De voir ce wagon avec toutes ces personnes qu'il y a dedans. En tout cas, je m'accroche et je ne lâche pas. Très bien. Alors, donc Torero. On aura la Torero. Oui, donc c'est un clip. نتاك فارينا سامح سميتو لي غادي نسي فلاس. Alors,
Comment ça a été l'aventure avec Torero. Voilà. Ah, mais ça date quand même, hein, ça fait quelques années, vous me remettez quelques Ouais. années en arrière. À l'époque, on était jeunes, on était fous. Non, Torero, bonne rencontre avec Tacfarinas. J'ai bien apprécié l'artiste, euh, l'homme aussi, très sympa. Enfin, on avait le même état d'esprit. Je pense qu'il n'a pas changé. Je ne vais pas parler de lui au passé, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais déjà à l'époque, même état d'esprit, c'est-à-dire, moi je suis très 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 méticuleux dans mon travail et j'ai retrouvé ce côté-là chez lui. Et voilà, donc deux artistes qui se retrouvent et on essaye justement de faire en sorte que. Enfin, moi je suis au service de l'artiste, quoi. Donc, il a apprécié mon travail. Et c'est difficile de monter ce clip Non, ça va. oui. C'était simple. C'est la chorégraphie. Ça va assez. Mais disons qu'au départ, c'était une histoire. Il y avait une histoire au départ qui était très politique, qui se rapproche des paroles de sa chanson, qui sont très politiques. Bah oui. Et le clip était politique aussi. Il y avait une partie fiction assez chargée qu'on a retirée la veille du tournage. Enfin, c'est Tac Farinas qui a voulu la retirer pour des raisons qui lui appartiennent, que je respecte. Donc voilà, ça a été. C'est le petit côté que je trouve dommage parce qu'on n'est pas parti jusqu'au bout dans ce clip-là. Maintenant, c'est un clip très très festif, très coloré, qui bouge bien. Ouais, mais à l'origine, c'était véritablement un clip qui devait raconter quelque chose de très percutant, quelque chose de très politique, qui rejoignait totalement ses paroles. Voilà. C'est dommage qu'il ne m'a pas donné l'opportunité d'aller jusqu'au bout. Voilà, mais c'est pas grave. De toute façon, enfin, tout ce qui n'est pas dans le clip, il le dit dans ses paroles. Donc, voilà, parce que quand on écoute la chanson, on a compris. On a compris le message, on a compris. Donc c'est pour ça que quelque part, c'est pas grave. Mais alors, on va se replonger dans cette ambiance, mais vous voyez, Torero qui date de 2005. 2005. Voilà, c'est pas aussi vieux que ça quand même. Hein. Ouais. Allez, Torero يوذير ديتوالين ونتلفو donc Torero Tacfarinas la réalisation Farid DMS دباح للفغينوان Torero لك Tacfarinas اللي للفغينوان ماش تصل الوقت إذا غادي يقيمن يوذير دي لحقا ثورة donc il بقينا غيداد Farid qui nous prépare une exposition. غير تتصادف Farid. Ouais, ça va. Non, je regardais Torero, ça me rappelle des souvenirs, ça me ramène quelques années en arrière. C'était à l'époque où j'avais pas de cheveux blancs encore. Ah ben là, malheureusement, on n'a pas le choix. Non, ça va. Non, c'est pas. Vous avez travaillé avec les artistes néerlandais? Vous avez travaillé avec de chez nous, Narandagin. Par exemple, Khaled dans mes films, Kamel d'Alliance Ethnique, Tacfarinas. Voilà, chez nous, qui d'autres. Désolé si j'en oublie, mais je dois en oublier, c'est sûr et certain. J'ai remarqué, Farid, quand même, il y avait une bonne période, là où on entendait parler de tous nos artistes. Là, justement, avec Guy Français, au Sénégal, c'est du plat-plat. On n'entend plus parler de... À l'époque, par exemple, il y avait Khaled qui tournait sans arrêt, il y avait... il y avait pas mal de... Ouais. Et maintenant, on a l'impression que c'est une phase qui est pénible pour pas mal d'artistes. Bah oui, peut-être c'est la conjoncture, hein, peut-être qu'on ne sait pas. Comment on explique ça? On travaille plus, peut-être que c'est la crise aussi artistique, j'en sais rien. Non, je pense honnêtement, les artistes sont là. Après, il faut créer une cohésion, il faut créer des opportunités. Il faut aussi que les artistes puissent se prendre en main et puis aller au charbon, quoi, comme on dit. Hein. C'est un métier très compliqué parce que c'est de la créativité. Enfin, c'est quelque chose de tellement aléatoire. Quand on crée, ça devient d'où la création? On ne sait pas. C'est quelque chose qu'on capte de l'air du temps. Donc, si on traverse une période totalement morose, peut-être que l'artistique s'en fait ressentir. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être c'est une période, peut-être que. C'est vrai. On a l'impression que c'est. C'est vrai. À l'heure actuelle, c'est un petit peu morose. Donc, peut-être, vous savez, la vie, c'est une roue. Donc, aujourd'hui, on est down, demain, on sera up. Donc il faut juste espérer que
nous, on sera dans Que les le années à bon temps, venir. il y aura. Là, Voilà, durant le quand soleil même, va se lever, le soleil va apparaître derrière les nuages, Inch'Allah. De toute façon, mais il faut que penser de cette manière-là. Voilà, En donc, tout cas, Veni Salam. Les projets de Farid, les projets, il y a cette expo déjà Ouais. qui, j'espère, après le 19 novembre. c'est la première fois à Idneba, donc Voilà, c'est la c'est la première première fois. exposition photo. Voilà, première expo, première pour moi. J'espère qu'il y aura un livre qui sera fait de ces tirages-là. En tout cas, c'est en projet à l'heure actuelle. Que le Trésor des Fogaras puisse être sorti en livre, et que au moins ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, la possibilité de découvrir ces clichés, suivre cette aventure-là à l'exposition, puissent le suivre après avec un livre. Voilà, donc ça c'est ce qui risque de se passer dans les mois à venir. Sinon, j'ai au niveau musical, avec mon frère Yassine, qui est là-bas. Qui est derrière les caméras qu'on salue. Là, il est en train de nous suivre. Ouais, exactement. Donc, avec qui je travaille depuis le début, puisque sur toutes les images que vous avez vues, etc., il était producteur. Donc, je n'ai pas fait ça tout seul. Il n'y a pas que lui, il y a aussi ma sœur. Donc mes parents derrière toute la famille, c'est bien ça. Il y a toute la famille derrière qui me soutient. Je ne suis pas Superman non plus, je ne peux pas tout faire tout seul. Non, voilà. Et donc avec Yassine, on est en train de travailler à l'heure actuelle sur la sortie de son album, puisque Yassine chante également. Il va sortir un album. Ouais. Et, bientôt, un Yassine, portrait sur Yassine, voilà, ça sera très pour bientôt, Yassine, prépare-toi. Il prendra ma place, et puis voilà, de très bons titres. Et d'ailleurs, je vous invite, Inch'Allah, à le suivre. Tenez-nous au courant, bien sûr. Dans son studio en Bretagne. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Il m'a dit de dire ça, vous êtes les bienvenus. Donc moi, je répète. Merci, voilà, on vous attend. Donc pour mon actualité avec cette expo, et aussi suivre Yassine dans la sortie de cet album, j'essaye plus ou moins d'avancer timidement vers une série télé. C'est un peu compliqué. Série télé, j'en dirai pas plus parce que pour l'instant c'est assez confidentiel. Ça avance doucement. Voilà, je vous en saurai davantage dans les mois à venir, peut-être même un petit peu avant, dans les semaines à venir. Inch'Allah. Très bien. Donc que du bon, c'est difficile. On lâche rien, on s'accroche et on est toujours là. Et petit mot aussi pour les jeunes réels qui veulent avancer. Vous avez de la chance, vous avez des réflexes, des appareils photo réflexes. Je ne vais pas dire la marque, mais vous le savez déjà, qui coûtent pas cher, avec lesquels vous tournez, vous faites des choses de très bonne qualité. Des choses sympathiques. Très sympa. Allez-y, faites des films, filmez. Vous avez Internet pour vous diffuser. Diffusez vos œuvres, donc allez-y, faites-vous plaisir et faites des films. Voilà. Ouais. On a tout dit. C'est le mot de la fin. On n'a jamais tout dit, mais pour dire la suite, on se reverra. Alors, ce qu'il faut retenir, les dates, donc donc l'exposition Farid qui vous donne rendez-vous du 12 au 19 novembre. Et ça va se passer à la mairie du Kremlin-Bicêtre. Alors le vernissage c'est le 12 c'est à partir de 19h. Absolument. Voilà. Et avant de se dire au revoir, juste souhaiter une très bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans. Voilà, qui nous regardent et qui ne regardent pas. Bonne fête à tous. Voilà, Sahala Ibn à l'avance. Voilà, merci Farid. Merci Noun Daran. يكونوا يدي لاني نار سيدنا ميتورا سلمى سعد من الوقت في الهنتيزان تيزوا وسجل بضغط تجلس يلا بخير الوقت نزل مازال نزل كنا محمد كاسيوي تنميرسي عيسى بحتاني ديالنا السوفا غنتدويل تجا كون ذي لهنا الاز كمان دار الثفاث